tout le monde, avec vous et avec les super personnes qui sont venues nous appuyer, les super chouettes personnes qui sont venues nous appuyer et qui ont plein de choses à dire sur ce sujet-là. Non, voilà, on avait juste aussi envie que ça se passe en dehors de la cour et que ça se passe aussi entre nous et qu'on discute de ces questions de désobéissance civile, de violence, etc. Après, la deuxième partie de ma phrase, c'est on a été super occupés, donc en fait, on n'a pas super bien préparé. Donc du coup, on va le faire un peu en live avec vous et comme on est trop content que vous soyez si nombreux, on va se laisser un grand temps de questions-réponses. Donc du coup, on va essayer de vous poser un peu les termes du débat assez rapidement, et puis après on fera des tours de questions-réponses, sachant qu'on se donne jusqu'à 7h30, on s'était dit 7h30. Donc voilà, il y a autour de la table Guillaume qui est là, qui travaille chez Silence, cette super chouette revue qui fonctionne toute seule et qui est un modèle de presse libre et indépendante, et voilà. Donc abonnez-vous. Et Guillaume a travaillé depuis longtemps sur ces questions de désobéissance civile non violente. Et du coup, ça nous semblait intéressant qu'il soit le premier à prendre la parole et à nous présenter un petit peu les cadres de cette théorie et historique de cette désobéissance. Ensuite, on a Mathilde et Julien qui sont là et qui, chacun à leur niveau, font avancer ces questions au niveau de la République, au niveau de nos représentants élus, et on aimerait bien qu'on en ait encore plus des comme ça. Et justement, ça nous intéressait de les avoir en dehors de la prise de parole qu'ils ont fait tout à l'heure, pour qu'ils puissent apporter leur regard sur, en tant que représentants du peuple, comment vous vous positionnez par rapport à cette désobéissance civile non violente, par rapport à cette radicalité dont on entend de plus en plus parler depuis que l'urgence climatique, elle questionne plus grand monde sur Terre, sauf peut-être qu'il non, même pas l'avocat général, il était donc voilà, donc c'est vraiment ce point de vue-là qu'on attendait de votre part. Et puis Alex, qui est un désobéissant, dont le procès a été renvoyé, un désobéissant ANV, COP21 et Antipub, voilà, qui viendra plus nous raconter comment lui, perso, il a fait ce pas-là et pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner la parole 5-7 minutes chacun, et puis ensuite qu'on se passe un gros temps de questions-réponses avec vous, et voilà, on est là vraiment là pour aussi échanger les idées, les choses qui nous titillent dans nos mouvements climat aujourd'hui, pour essayer d'avancer tous ensemble et d'éviter les divisions dans lesquelles souvent on essaye de nous entraîner pour qu'on ne soit pas fort et vainqueur très bientôt. Merci Anne-Sophie, et encore bravo et merci aux prévenus du jour. J'espère que vous pourrez vous détendre un petit peu après toute la pression de l'après-midi et boire de la décocheuse. Voilà, je précise simplement qu'avec la revue Silence, on est en train de préparer depuis 6 mois une belle affiche des presque 100 dates de la désobéissance civile qui sera prête début 2020 et qui sera un super outil pour reporter aussi toutes ces luttes-là. En fait, quand on parle de désobéissance civile, généralement, on nous renvoie très vite des accusations, mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde désobéit dans tous les sens, etc. Et c'est pour ça que ça semble important quand même de revenir un peu sur qu'est-ce que c'est à la base. En fait, quand on parle de désobéissance civile, on parle effectivement d'action de transgression d'une loi ou d'une obligation légale, d'un règlement qu'on juge injuste, oppressif, dangereux, etc. Et il y a un certain nombre de critères qu'on a l'habitude de donner pour qu'une action soit considérée effectivement comme de la désobéissance civile. Alors d'abord, il s'agit généralement d'actions collectives portées par un groupe ou exceptionnellement par une personne, mais qui donne le point de départ à un mouvement plus collectif, qui vise également un but d'intérêt général, donc pas simplement pour son petit intérêt de voisinage ou autre. Il s'agit d'actions publiques qui ont pour but d'avoir le plus grand retentissement possible, à visage découvert, et qui sont assumées et revendiquées, même si parfois ça nécessite d'avoir une part de secret dans un premier temps pour pouvoir réaliser l'action, mais ensuite il s'agit de la revendiquer. Il s'agit d'une action non violente, c'est-à-dire, pour faire vite, avec un respect fondamental des personnes qui sont touchées, de l'adversaire, etc.,
parce que l'État va vouloir nous criminaliser. Donc c'est très important de rester ferme à la fois sur les moyens employés et sur le discours à ce niveau-là, il me semble. Et c'est une action qui contraint. Il ne s'agit pas simplement de porter un témoignage, mais il s'agit aussi de vouloir défier l'autorité établie et de rentrer dans un véritable rapport de force par rapport aux institutions, aux entreprises, etc., auxquelles on s'attaque. Et enfin, une action constructive, c'est-à-dire que non seulement on s'oppose à un état de fait qui est injuste, mais on cherche vraiment à porter une vision alternative et émancipatrice de la société. Je donne un exemple ancien, par exemple. Lors de la lutte historique du Larzac, il y avait eu toute une campagne d'objection fiscale qui a servi à construire la ferme de la Blachère. Et donc, voilà, ça permet de construire en face de ce qu'on dénonce. Une action de désobéissance civile, elle peut être directe ou indirecte. Alors indirecte, comme aujourd'hui avec nos décrocheurs et décrocheuses de portraits, c'est-à-dire que le but de l'action, c'est pas, l'ultime revendication politique, bien évidemment, ce n'est pas qu'il n'y ait plus de portraits de Macron dans les mairies, mais c'est bien un moyen de faire valoir d'autres enjeux derrière. Donc action indirecte. C'était plus Macron président, on aurait gagné quelque chose. Oui, il suffit d'attendre un petit peu. Et l'action directe, par exemple, quand il y a une grève de loyer, par exemple, dans les années 70, il y a une action très peu connue dans les foyers Sonacotra, où des habitants et des habitantes migrantes de ces foyers ont fait des grèves de loyer pour demander la réduction des loyers. Donc là, on parle de désobéissance civile directe. Juste 2-3 repères historiques aussi. La désobéissance civile. Donc oui, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est véritablement s'engager dans le cadre d'une campagne qui se construit sur la durée et pas simplement une action isolée pour mettre en place un rapport de force. On évoquera peut-être plus tard dans le débat la question des définitions, mais c'est très important de distinguer la violence de la force, etc. Sinon, on s'en sort plus. Et donc, en repère historique, eh bien, on va dire que vous connaissez sans doute Étienne de la Boétie qui a, dans son livre de la servitude volontaire, montré en quoi on pouvait défaire l'autorité établie, pas simplement en la poussant, mais en lui retirant les bases de notre coopération. Les essais de Henry David Thoreau aux États-Unis aussi sur la désobéissance civile. La première action historique revendiquée comme telle de désobéissance civile collective, elle a été initiée par Gandhi en Afrique du Sud, alors qu'il vivait en Afrique du Sud en 1906, en refusant d'obéir à la loi ségrégationniste qui obligeait les Indiens d'Afrique du Sud à avoir des papiers, des visas qu'ils devaient montrer à tout moment, et ils ont brûlé ensemble des visas à visage découvert. Il y a des mouvements féministes qui s'en sont emparés très vite. Hubertine Auclair, en 1880, faisait la grève de l'impôt déjà, en disant que si les femmes étaient privées de droits civils, elles n'avaient pas de raison de payer l'impôt. Ça s'est beaucoup développé autour, évidemment, de l'opposition au militarisme et de l'objection de conscience durant tout le XXe siècle. Il y a eu un petit creux, et puis c'est revenu en force dans les années 2000, avec un grand nombre de campagnes, que ce soit pour le soutien aux personnes migrantes avec RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, les faucheurs volontaires autour des OGM, les déboulonneurs de publicité, les actions dans la fonction publique, dans l'éducation nationale, à Pôle emploi, etc. Et puis aujourd'hui, moi il me semble que depuis quelques années et surtout quelques mois, il y a vraiment un engouement qui revient très fort autour de la désobéissance civile, autour des enjeux écologiques. Au départ, avec les associations BC, ANV COP 21, les campagnes européennes Ende Gelände contre les énergies fossiles, et puis encore plus récemment avec des collectifs comme Extinction Rébellion. Voilà, je laisse la parole aux autres, et puis on reviendra peut-être sur tout ça tout à l'heure. Les critères que tu as cités, c'est bien ceux de la campagne des décrochons Macron, donc on est bien dans le vif du sujet. Et du coup, on a été titillé pendant l'audience, c'était Hélène qui est partie, là, qui a été pas mal titillée là-dessus, sur sa posture d'enseignante et de la désobéissance. Et du coup, ça relevait aussi des questions en tant que représentant de l'État. C'est aussi Philippe qui a été titillé là-dessus en tant qu'ancien fonctionnaire de la fonction publique.
Et du coup, c'est une question que je voudrais que vous balayiez aussi un peu tous les deux sur dire comment vous vous positionnez vis-à-vis de ces mouvements de désobéissance civile, vous qui êtes en position de faire la loi. Merci beaucoup. Donc bonsoir à toutes et à tous. Mathilde Panot, donc députée France Insoumise du Val-de-Marne et non, t'inquiète pas, et vice-présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Déjà un grand merci pour l'invitation et je pense pour cette discussion qui est très importante dans le moment politique qu'on vit, puisqu'on voit de plus en plus de procès qui se multiplient et notamment sur les décrocheurs et les décrocheuses de portrait de Macron. Moi j'aime bien commencer à parler de désobéissance civile ou désobéissance civique, bon ça c'est de désobéissance en faisant un hommage qu'on a parlé juste à l'instant, mais à certains des premiers désobéissants, parce qu'on efface souvent l'histoire des femmes dans le monde militant. Et dans les premiers désobéissants, tu l'as nommé, mais il y avait ces suffragettes, notamment au Royaume-Uni, qui ont fait un énorme mouvement pour le droit de vote. Bon, alors elles avaient plein d'actions. Elles avaient des actions où elles s'enchaînaient aux grilles du Parlement. Elles ont effectivement refusé le recensement et refusé de payer les impôts en nous disant si on ne nous donne pas le droit de vote, alors on n'est pas des citoyennes, donc on ne va pas payer les impôts. Et dans des modes d'action aussi un peu plus marrants ou rares, notamment elles se mettaient à plein d'endroits de la ville et à un signal donné, elles cassaient tout ensemble, par exemple, toutes les vitres qu'elles trouvaient autour d'elles, elles coupaient les fils télégraphiques. Enfin, il y a eu un grand mouvement de désobéissance et je pense que c'est important aussi de se rappeler l'apport militant de ces femmes et de ces suffragettes. Donc ça, c'était la première des choses que je voulais dire. Ensuite, cette question que tu viens de poser, c'est une question qu'on nous pose souvent quand nous, on va soutenir des actions de désobéissance, de nous demander, non mais attendez, vous êtes député, vous faites la loi et vous encouragez les personnes qui transgressent la loi. Alors déjà, on pourrait, dans la définition, et ça c'est pas mal des auteurs que tu as cités qui aussi apportent cette réflexion-là, de savoir est-ce que c'est des choses illégales ou extra-légales, enfin on pourrait discuter autour de ces choses-là, mais déjà quand on regarde l'histoire de la désobéissance, c'est des mouvements, notamment citoyens, qui ont permis de faire avancer la loi. Et notamment, je pense, je ne sais pas, vous avez sûrement, vous vous rappelez souvent sûrement du manifeste des 343 salopes qui disaient qu'elles avaient avorté, ce qui était contraire à la loi à l'époque. Et ce manifeste-là et les luttes qu'il y a eu par ailleurs a permis de faire avancer et de faire progresser la loi sur des choses qui paraissaient injustes et illégitimes. On a plein d'autres exemples et nous on porte le nom de la France Insoumise, ce qui n'est pas un hasard non plus et qui a une histoire qui est liée aussi à la désobéissance. Moi dans ma famille, j'ai beaucoup de gens qui ont été objecteurs de conscience et quand vous n'étiez pas objecteur de conscience, quand vous ne reconnaissez pas le statut et que vous refusiez d'aller faire votre service militaire, on vous appelait insoumis au service militaire. Il y a aussi une histoire avec la guerre d'indépendance d'Algérie. Il y a eu un manifeste justement sur l'insoumission qu'ils avaient appelé exactement, je vais vous redire, l'insoumission, le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, qu'on appelait le manifeste des 121. Et donc il y a une histoire aussi autour de ce mot insoumission qui est là. Donc déjà, il faut dire que justement, la désobéissance civique, c'est ce qui a permis aussi de faire avancer des lois. La deuxième des choses, c'est que la loi, dans la manière dont elle est faite pour une minorité en fait, dans la manière dont elle est faite beaucoup encore en ce moment, fait avancer des choses qui jusqu'alors étaient légales et deviennent illégales. Je donne des exemples très concrets. En 2007, Fillon avait fait passer une loi sur le service minimum dans les services publics, qui du coup restreignait le droit de grève parce qu'il fallait avoir un service minimum dans les transports. Et jusqu'alors, du coup, une grève qui était légale pour ceux qui travaillaient dans les transports devenait illégale du fait de cette loi. Quand on a fait rentrer, ça c'est Emmanuel Macron, l'état d'urgence dans le droit commun, et que notamment il y a eu une loi anti-manifestants qui permet maintenant de verbaliser des personnes qui auraient un fichu, qui auraient, je ne sais pas, un casque de chantier pour se protéger de la manière dont se passent les manifestations dans notre pays. Jusqu'alors, c'était légal et ça devient illégal. Donc il y a aussi la loi qui évolue et qui fait que des actions qui jusqu'alors pouvaient être faites en toute légalité deviennent illégales. Donc il y a aussi, de ce côté-là, ce n'est pas seulement une radicalité qui vient des personnes, c'est aussi une transformation de la loi qui fait que des choses
qui jusqu'alors n'étaient pas de la désobéissance, deviennent de la désobéissance. Et je pense que ça, c'est aussi important à pointer. Et puis la troisième des choses qui me paraît très importante, c'est que théoriquement, dans notre République, la souveraineté, elle appartient au peuple. Et cette question de savoir la représentation et la légitimité d'un système politique, elle se pose de manière extrêmement forte. Je donne un exemple très concret. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous avez une majorité de plus de 300 députés qui sont de la République En Marche. Donc ils n'ont même pas besoin de négocier avec qui que ce soit, ils ont la majorité absolue. Et aujourd'hui, cette majorité du Parlement ne représente pas la majorité de la population, notamment du fait des règles électorales, mais on le voit, il y a un problème d'intervention du peuple dans la politique. Lorsque vous avez les Gilets jaunes qui demandent le référendum d'initiative citoyenne, sur lequel nous sommes tout à fait favorables, c'est aussi parce que justement, ils ne peuvent pas intervenir en politique. C'est-à-dire que concrètement, on est dans un système absurde où on vote, par exemple, pour un président de la République qui fait toutes les promesses qu'il veut, et pendant 5 ans, on est condamné à attendre de savoir s'il tient ses promesses ou pas. De toute façon, ça n'a aucun impact dessus. Et c'est pourquoi, par exemple, nous, on propose des règles comme le référendum révocatoire qui ferait que le peuple garde le pouvoir sur ses élus. Et je pense que ça, c'est très important aussi. Il y a aussi une impuissance politique qui a été créée. On a volé la politique au peuple, en plus de créer un dégoût politique chez le peuple, notamment avec des taux d'abstention où on est dans un système où pratiquement une personne sur 2 ne décide pas de son avenir dans notre pays, ce qui est quand même dramatique. Donc là aussi, il y a quelque chose à creuser qui fait que c'est eux qui sont en train de faire des lois antidémocratiques aussi, parce qu'ils servent les intérêts des puissants, on le voit sur plein de choses, et l'intervention du peuple, où il y a beau avoir 1 million de gens dans la rue, des gens qui vont signer des pétitions en entier, etc., l'intervention populaire n'est plus possible dans notre République sur plein des aspects. Et ça, c'est un problème qui fait que la désobéissance devient légitime, c'est ce qui a été dit notamment dans le procès à Lyon, et devient nécessaire. Bon, ça c'était la troisième chose que je voulais dire. Et puis la dernière chose, peut-être pour parler d'écologie, sur la désobéissance spécifiquement sur des questions écologiques, il y a une question d'urgence temporelle dedans, qui est aussi importante, qui fait que justement, il faut faire ces actions-là, parce qu'il y a une urgence temporelle et qu'on n'a pas le temps d'attendre justement qu'on revote dans 3 ans, et puis que peut-être on espère que ça soit quelqu'un qui fera une politique meilleure, etc., etc. Donc il y a une urgence temporelle qui rend là aussi légitime l'action qui est donnée. Et d'ailleurs c'était intéressant au procès où tu étais, Julien, sur le maire qui a fait l'arrêté anti-pesticides, il y avait une différence qui était faite entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on creuse aussi, et qui est intéressant à penser dans la désobéissance civique. Et puis la dernière chose qui me paraît très importante, et je termine là pour qu'on puisse avoir un échange, c'est que concrètement, dans l'urgence écologique devant laquelle nous sommes aujourd'hui, tout le monde n'est pas responsable pareil. La crise écologique, elle vient d'injustice sociale massive. Et ceux qui sont les premiers responsables de cette crise écologique, c'est les multinationales et les plus riches de notre pays et du monde. On arrive quand même dans un système où 26 personnes détiennent autant que la moitié de l'humanité. Et c'est sain de dire nous refusons ce monde-là. C'est sain et c'est légitime de le faire. Et là où je pense que la désobéissance civique elle a un rôle extrêmement grand, c'est aussi de pointer ces responsables, de dire nous on refuse qu'on dépolitise l'écologie. Vous savez quand on vous dit on est tous dans le même bateau, il faut qu'on s'en sorte tous ensemble, etc. Il ne faut pas que ça soit conflictuel l'écologie. Ben si en fait il faut accepter la conflictualité. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet de repolitiser l'écologie aussi, et qu'on ne dépolitise pas l'écologie en disant finalement on ne peut rien dire contre Total et les autres parce qu'il faut être tous dans le même bateau. Non, parce qu'on n'est pas dans le même bateau, parce que c'est d'abord les pauvres qui vont trinquer et qui vont être les premiers impactés, qui sont déjà d'ailleurs, et qui vont être encore plus les premiers impactés dans cette urgence écologique dans laquelle on est déjà. Donc je pense que cette idée de nommer les responsables aussi et de repolitiser cette question, c'est ce que permet aussi la désobéissance civique. Ça donne des pistes pour après. Julien, ça fait longtemps que tu accompagnes les décrocheurs. Enfin, tu étais venu sur une autre, je crois que c'était Strasbourg, Mulhouse. Ouais. Et du coup, voilà, comment toi, là-dessus, tu fais cette articulation entre pouvoir politique et des autres? Ben, merci beaucoup. C'est vraiment génial de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Et moi, je voudrais commencer, parce qu'en fait, c'est très difficile de passer après toi, Mathilde. Pour dire quelque chose de très différent, après toi, Cyril.
Mais déjà un gros big up vraiment aux prévenus et bravo de refuser systématiquement ce prélèvement ADN, c'est une lourde responsabilité. Moi je l'ai fait par 2 fois et d'ailleurs ici à Lyon on avait fauché des chaises avec Alternativa. Ils ne nous avaient pas poursuivis donc c'est vraiment à la tête du client. Mais les syndicalistes, les écologistes n'ont rien à faire dans un fichier destiné aux prédateurs sexuels. Il faut vraiment tenir bon et c'est par votre résistance qu'on gagnera en appel à la CEDH, mais c'est vraiment ce long chemin qui nous amènera à la victoire. Donc vraiment tenez bon et on est vraiment tous avec vous. Sur ce sujet, il faut vraiment sur la désobéissance, moi, enfin, les écologistes, je disais tout à l'heure, on y croit et on la pratique. On reprend intégralement les critères que tu énonçais, Cyril. On rajoute un élément, c'est bien sûr, il faut vraiment insister sur l'aspect non violent à l'égard des personnes. On a le droit de démonter un McDo, ça c'est pas très grave, c'était il y a 20 ans. On a le droit de faucher des OGM, c'est symbolique. Mais la non-violence, par contre, était vraiment cardinal. En fait, si vous avez besoin de la violence pour faire entendre vos arguments, interrogez-vous sur vos arguments. De la même manière, comme il s'agit avec la désobéissance civile de pointer la tension entre légalité et légitimité, hein, ce que tu disais, je comprends évidemment, l'enjeu c'est d'aller chercher non pas les convaincus, mais les indécis et les indifférents. Je prends un petit exemple. Vous avez entendu parler de, je crois que c'était Extinction Rebellion, qui était sur un pont à Paris. C'est une toute petite action. Le pont de Sully, normalement on s'en moque. Et a priori, si on vous dit qu'ils avaient bloqué un pont, et que vous en parlez à la personne lambda, elle peut vous dire, bah ouais, moi si j'étais dans la voiture, ça me gênerait. Et donc là, l'enjeu, c'est non-violence. Et par contre, eux ont reçu des tonnes et des tonnes de lacrymo dans la figure. Et vous voyez que là, le fait de contraindre les policiers à cette violence complètement disproportionnée amène l'opinion publique. En fait, c'est presque prendre l'opinion publique à témoin et l'amener à se positionner. Et une fois que vous avez ça, des personnes jeunes et vieilles, non violentes évidemment, qui font ça à visage découvert, qui font ça de manière désintéressée et qui font ça en dernier recours pour provoquer un débat public et qui se prêtent cette violence pour le coup très concrète, eh bien vous êtes obligé d'être avec vous. Et moi je discutais avec un policier, il disait c'est là que vous avez gagné. Parce qu'effectivement, on a pris l'opinion publique à témoin et là on peut engager un débat. Et sinon c'est pas possible. Et donc, dites-vous bien que dans tous les progrès qu'il y a eu, que vous pouvez nommer, que ce soit féministe, ça a été évoqué, syndicaliste, écologiste, sociétaux, à chaque fois, à un moment, il y a eu de la désobéissance civile. Tout le temps. Les congés payés, les grèves de 36, elles étaient illégales à l'époque. C'était des grèves avec occupation d'usine, c'était illégal. C'est l'articulation entre la désobéissance civile et l'action dans les institutions qui a permis d'obtenir toutes ces victoires. C'est vraiment systématique. Et donc ça nous amène à un deuxième point qu'on n'a pas trop évoqué, c'est la désobéissance institutionnelle des élus qui se battent et qui profitent de leur position pour faire bouger les lignes. Donc on a parlé de Daniel QF à Langouette. Normalement, Monsanto et Bayer, ils n'en ont rien à cirer qu'un maire de quelques centaines d'habitants prenne un arrêté anti-pesticide. Vous voyez, évidemment, ça n'a aucune espèce d'incidence. Mais ça a allumé une flamèche dans l'opinion. Pourquoi on ne protège pas les riverains? Pourquoi est-ce qu'on défend forcément Monsanto et Bayer? Et ça a obligé l'État à avancer. À reculons, évidemment, et il faudra le remplacer, ce gouvernement, mais à avancer quand même. Et donc c'est cette tension à chaque fois. Ça fait vraiment bouger les lignes. À chaque grande avancée, il y a eu un moment, la désobéissance civile. Un autre exemple de désobéissance institutionnelle, vous avez peut-être entendu parler du mariage pour tous, en 2014. En 2004, il y a eu un mariage, un premier mariage de 2 hommes à Bègle par Noël Mamère. Il n'aime pas qu'on appelle ça la désobéissance institutionnelle parce que lui, il considérait que c'était son rôle en tant que maire de marier 2 hommes qui s'aimaient. Mais évidemment, tout le monde pouvait s'attendre à ce que le préfet sanctionne et annule. Eh bien, le fait de voir tant de violence, tant de menaces de mort à l'égard de 2 personnes qui, après tout, s'aimaient, a fait basculer beaucoup de gens, a obligé beaucoup de gens qui, après tout, n'en avaient rien à cirer, qui pensaient que c'était une question uniquement pour les homosexuels, à se prononcer. Même le PS, par exemple, qui n'avait pas pris position en 2004, a été amené à se positionner dans les quelques mois d'après. Vous voyez qu'en 10 ans, du tout au tout, ça a changé. C'est pas Noël Mamère qui a fait le mariage pour tous, c'est Taubira. Mais néanmoins, ce moment de désobéissance institutionnelle a contribué à faire vraiment changer, comme ça, twister l'opinion. Donc c'est vraiment efficace. Et dites-vous pas, laissez-vous pas enfermer dans l'aspect c'est antidémocratique. Au contraire, c'est quand que la démocratie disparaît, c'est quand les citoyennes et les citoyens se désintéressent complètement de ce qui se passe entre 2 élections. C'est l'aphasie. Voilà. Et donc, le fait de se
de se positionner, de prendre l'opinion à témoin, de provoquer des débats, de prendre des risques. En fait, c'est le cœur de la démocratie. Voilà. Et si vous avez des élus qui ne sont pas militants, changez-les. Parce que des élus qui ne sont pas militants, ils ne servent à rien. Et donc cette articulation entre les citoyennes et les citoyens qui se reprennent en main et qui prennent position pour peser sur le cours des choses, et des élus qui, dans les institutions, bougent pour faire changer les lignes, c'est comme ça qu'on revivifie notre démocratie. Et c'est aussi comme ça, bien sûr, qu'on remplace celles et ceux qui ont intérêt au statu quo, notamment en matière de dérèglement climatique, pour enfin agir et faire cette transition. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'ADN parce que sur l'ADN, ils nous ont, enfin, le procureur, c'est là-dessus qu'il a bataillé, hein, et il y a une grosse discussion juridique entre avocats et procureurs, et ils ont requis les mêmes choses, c'est ça, hein, pour le premier, enfin les mêmes pour le vol en réunion. Finalement, on ne sait pas pourquoi ils ont fait appel parce que les réquisitions sont les mêmes que les condamnations de première instance. Parce que s'il n'y a pas de vol en réunion, tu n'as pas de prélèvement ADN. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit C'est vraiment pour harceler. Donc voilà, c'est vraiment aussi parce qu'ils avaient besoin de ça pour nous emmener aussi, parce qu'il y avait une relaxe sur l'ADN. Et donc du coup, voilà, il y a là plus de relaxe, il y a une condamnation qui a été demandée par la procureure en sursis, mais condamnation quand même. Et effectivement, l'idée, c'est pas de lâcher, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on se met en position, nous, citoyens, dans des situations qu'on n'attend pas forcément de notre vie. Et c'était le cas un peu d'Alex aussi. Alex, peut-être tu peux nous dire quels ont été pour toi les déterminants un peu de cet engagement-là et du pourquoi à un moment tu t'es dit il faut y aller et il ne faut pas, même jusqu'à aller au tribunal, puisque tu étais au tribunal il y a 3 semaines. Bonjour à tous déjà. Donc effectivement c'est un peu intimidant de passer après justement Monsieur Bayou, Madame Panot et un expert de la désobéissance civile et de son histoire. Du coup moi je vais essayer de revenir un peu de manière un peu plus terre à terre à mon parcours personnel et qu'est-ce qui m'a amené justement à me dire je vais potentiellement me mettre en danger et risquer jusqu'à aller au tribunal. Donc je vais faire un bref retour en arrière. Donc déjà alors déjà, je vais vous dire, aujourd'hui j'ai 26 ans et donc je suis membre d'Alternative à Rhône. Et pour revenir en arrière, en fait en 2010, donc j'ai des très bons résultats à l'école, malgré que je sois d'ailleurs un peu fêtard et j'aime bien profiter du reste de ma vie. Mais j'ai cette chance-là et en fait je me pose la question de qu'est-ce que je veux faire plus tard. Et donc je vais voir une conseillère d'orientation et bon, il y a des tests psychologiques, etc. Et elle me dit, écoute, continue dans la même voie parce que ça te réussit bien. Et en fait, je me retrouve un peu par hasard en prépa HEC. Donc prépa classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Et donc en fait, pareil, je commence là-bas, donc je réussis globalement bien. À cette époque, je suis vraiment un pur produit du système. C'est-à-dire que je suis prêt à vraiment reproduire tout ça et même à écraser les autres pour réussir. Voilà. Et en fait, dans les tout premières heures de cours en histoire économique, on étudie la crise des subprimes de 2008. Et donc là, je commence à me rendre compte un peu du système économique dans lequel on est et à poser certaines questions. Et donc paradoxalement, c'est à cette époque-là que je me rends compte de certaines aberrations, en tout cas de notre système économique. Donc très rapidement, au bout de 6-7 mois, je décide en fait d'abandonner la prépa HEC. Alors déjà pour ces raisons-là, mais aussi parce que en fait, j'ai été malade une semaine et dans ma classe, impossible de récupérer les cours parce qu'en fait il faut absolument écraser les autres pour pouvoir réussir en fait. Sinon c'est là d'ailleurs on peut faire le parallèle avec le fait que nos dirigeants de très vite ils sont bercés dans cette mentalité là et aujourd'hui on en voit directement les conséquences. Du coup moi je me réoriente et je vais dans un cursus plus scientifique, donc je vais en IUT puis ensuite j'intègre une école d'ingénieur et c'est à cette époque où vraiment je me sensibilise davantage à la question de l'urgence climatique et du dérèglement climatique. Bien que j'ai quand même une éducation relativement écolo, si on peut dire ça comme ça, mais qui s'arrêtait globalement à quand tu te brosses les dents, tu coupes l'eau, tu éteins la lumière quand tu quittes une pièce, tu jettes pas de papier par terre, etc. Et en fait, le basculement, en tout cas, j'analyse quelques années plus tard, le basculement, c'est une discussion faite avec mon petit frère qui était, on était complètement différents, mais bien plus
politisé ou en tout cas friand des questions d'actualité. Et donc, moi, si j'étais en voiture, j'écoute une émission de radio qui nous parlait de l'économie et de l'écologie et de la nomination d'un prodige qui était Emmanuel Macron. Et donc, en fait, j'écoute cette émission, puis sans y faire vraiment attention. Puis quand je rentre à la maison, en fait, du coup, j'essaie de brancher mon petit frère là-dessus, qui lui était forcément friand de ces questions-là. Et en fait, je répète bêtement les arguments que j'ai entendus pendant l'émission de radio. Et puis, il éclate de rire, il me traite d'imbécile. Et il démonte tous mes arguments en parlant, en fait. Puis comme ils n'avaient pas bossé, j'avais juste répété bêtement. Ça m'a fait mal de me faire clouer le bec par mon petit frère. Et c'est là où je me suis dit, il faut quand même que je m'y intéresse. Et c'est pour ça qu'en fait, en 2016, pour la campagne présidentielle de 2017, mais du coup en 2016, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ces questions-là en me disant, il faut que je me fasse une idée parce que je ne peux pas arriver à un repas de famille et me faire démonter par mon petit frère et me faire traiter d'imbécile. Et du coup, je me suis vraiment intéressé et j'ai commencé en fait à être totalement d'accord avec mon frère et même à vouloir en fait me rattraper de mes erreurs de parcours et du coup à rentrer en fait dans le monde militant. Voilà, après pour des raisons personnelles, j'ai dû m'éloigner de ce monde-là un petit peu temporairement. Et donc du coup en fait mi-2018, donc après l'élection présidentielle de 2017, mi-2018, j'ai envoyé donc des mails à Alternativa parce que j'avais entendu parler d'eux avec la vidéo de Vincent Verza, partager ses sympas. Attaque aussi, j'avais envoyé des mails, voilà. Et au final, avec le mouvement des Gilets jaunes, les premières marches climat avec la démotion de Hulot, je me suis dit, bah, c'est le moment de remonter en selle. Et je me suis impliqué dans l'organisation des marches climat à Lyon avec, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça le collectif, mais aujourd'hui, ça s'appelle Lyon Climat. Et à cette occasion, j'ai rencontré Benjamin Badoir, qui est le président d'un collectif qui s'appelle Plein la Vue et qui lutte contre la publicité à Lyon. En tout cas, pour la réduction de l'espace publicitaire, de la place de la publicité dans nos rues. Et donc, à cette occasion, j'ai tenu un atelier de fabrication d'affiches pour pouvoir en fait recouvrir tous les panneaux publicitaires qui sont le long des marches climat. En fait, on recouvre et qu'on peut marquer un message. Voilà, par exemple, je sais pas, la pub vous fait dépenser, enfin voilà, des messages qui nous passent par la tête. Du coup, on anime des ateliers et on fait ces affiches-là. Et donc, en sortant de cet atelier, je me fais alpaguer par. Je me souviens que c'était Gildas et Sylvine qui tiennent le lieu ici, enfin, avec plein d'autres d'ailleurs, et qui me disent bah, ce soir, Alex, on a un souci pour tenir le bar, on a un bénévole qui est malade, est-ce que tu peux le tenir? Et donc là, j'ai appelé ma copine et je lui ai dit bon, ce soir, ça te dit, on va tenir un bar. Et donc on s'est retrouvé à tenir le bar et en fait on l'a quasiment pas quitté depuis. Et donc ça c'était en janvier 2019 pardon. Et du coup après donc, je me suis impliqué avec le collectif sur diverses actions de promotion des alternatives. Et puis de fil en aiguille, du fait que j'avais bien sympathisé à l'époque avec le président de Plein la Vue, j'ai décidé de me mettre aussi sur le dossier de l'anti-pub, qui bon là après parce que la pub aussi m'énervait passiblement. Du coup, j'en suis venu en fait à désobéir pour une action en fait qui a eu lieu le 24 mars à Lyon, la veille de la journée mondiale anti-publicité, où en fait on a voulu dénoncer le futur projet de règlement local publicitaire intercommunal qui allait imposer en fait toujours plus de publicité dans les rues lyonnaises, enfin la métropole de Lyon, et notamment l'arrivée des écrans numériques. Et donc là, on a décidé de recouvrir la façade de la métropole de 160 mètres carrés de publicité qu'on avait récupérée. Et en gros, le message c'était vous allez nous imposer ça, si on vous impose la même chose, comment allez-vous réagir? Et la réaction, ça a été de m'attaquer en procès, auquel je suis passé donc le 7 octobre, mais qui est reporté finalement au 2 juin. Et puis, je pourrais vous expliquer plus tard pourquoi il a été reporté. Effectivement, voilà, tu fais partie maintenant de la famille des désobéissants devant la justice. Et juste pour un petit mémo, il y a aujourd'hui 59 personnes qui sont poursuivies pour des actions de décrochage de portraits et 20 procès, dont 3 en appel. Voilà. On a fait un peu le tour là et du coup, j'aimerais bien vous laisser la parole. Et voilà, on peut prendre une salle de premières questions, 2-3 questions. Et puis comme ça, comme il est que 18h50, on aura le temps de faire 2 ou 3 tours de questions si vous êtes partant. Allez, le premier, c'est toujours le plus dur.
Là-bas. Ouais, sans micro, ça va? Ouais, sans micro, c'est bon comme ça? Ouais. Je me présente ou... Rapide, ouais. Je m'appelle Enes Mohamed, j'ai 19 ans, je suis étudiant en droit Sciences Po à Lyon 3. C'était pas forcément une question, mais juste un petit problème que j'ai remarqué, pas sur vous, mais sur ce que vous avez dit, qui ramène à mes études de droit. C'est que, en fait, actuellement, j'ai étudié en constitution. Il y a des dossiers, qu'est-ce que le tiers état que je vous conseille de lire, mademoiselle Mathieu, que je me rappelle de votre nom de famille, désolé. Comment Madame Panot, qui montrait en fait trois problématiques du XVIIIe siècle. Les privilèges, la mauvaise représentation du peuple dans les assemblées, et la troisième c'était... je m'en rappelle. C'est les deux premières qui sont ultra importantes, je trouve, parce qu'actuellement, on a aussi ce problème encore en 2019. Les privilèges, pourquoi? Parce qu'en fait, nos politiciens en font un métier. Et par ce métier, ils ne prennent pas un but commun, mais un but personnel, ce qui nous montre l'avidité du pouvoir actuellement. Comme quoi le pouvoir corrompt les hommes. De plus, actuellement, au niveau des assemblées, on voit que la plupart de nos politiciens sont des gens de Sciences Po, de grandes universités, ce qui n'est pas un mal en soi, mais une mauvaise représentation du peuple, puisque eux, ils n'ont pas les problèmes que ont ces petits ouvriers, c'est le petit marchand de Villeurbanne qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et de plus, par rapport à tout ce que vous avez dit, qui ramène à mes trucs en droit et que je me pose à chaque fois les mêmes questions, c'est qu'actuellement, le Parlement se pose, il regarde juste des petits problèmes, et il ne regarde pas les gros problèmes de l'environnement. On a passé des gros débats sur une loi sur le mariage pour tous, alors que la loi était claire et simple, disait juste qu'un homme et une femme majeure avaient le droit de se marier. Et il ne disait pas que c'était obligatoirement homme et femme. Il disait bien un homme et une femme. Ce qui pose beaucoup de problèmes actuellement. De plus, on voit très bien que, je suis désolé de dire ça, mais que notre 5e République actuellement essaye d'engrainer les jeunes dans une illusion de capitalisme, de se marcher dessus et tout. Alors comment on peut faire pour désengrainer tout ça? C'est bien une grande question. Ça marche. Avant, je sais que vous avez envie de répondre. Peut-être une deuxième, troisième question. Ouais, une question. On essaie, plus on va vite sur les questions et plus on a de réponses, le temps pour... J'ai une question, du coup, à la dernière personne qui a parlé, je me souviens plus de ton prénom. Nicolas? Alex, pardon. Donc tu nous as parlé de ton parcours. Pardon. Tu nous as parlé de ton parcours, de ton cheminement un peu académique, scolaire, personnel. Moi j'ai une question en fait pour un peu plus comprendre le sens politique de l'acte que tu as fait, de recouvrir en fait les affiches. C'est quoi le sens politique de cet acte-là? Oui, voilà, comment en fait tu justifies entre guillemets politiquement cet acte-là? Merci. Merci. Il y a une troisième. Fred, moi j'ai 47 ans, j'ai 3 gamins. Et je trouve qu'il y a un argument qu'on effleure tout juste, mais qu'on n'aborde jamais. C'est que mes gamins n'auront pas la même vie que la mienne. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Que mes gamins, ils devront se poser la question de savoir est-ce que j'ai le droit, vis-à-vis de la planète, de faire 3 gamins? Moi, c'est une question que je me pose après coup, et j'en culpabilise, mais... donc il y a une inégalité flagrante intergénérationnelle. Et le problème, c'est que les décisions qui sont prises maintenant, c'est par des générations qui seront mortes quand on sera vraiment dans la merde. Voilà. Donc, moi, je suis en train de me poser la question de savoir dans quelle mesure les gens d'un certain âge ne devraient pas être soustraits des listes électorales. Alors, ça paraît gros, réfléchissez 2 secondes. On demande une responsabilisation des gens, on demande une responsabilisation des politiques. Les premiers responsables, c'est nous, pas notre bulletin de vote. On a été responsable d'avoir voté pour des gens qui n'ont pas fait avancer les choses.
il y a un moment, il faut pouvoir aussi avancer et dire, et quand je dis ça, c'est, moi mon idée c'est d'interdire le vote aux gens qui sont nés avant 1980. Donc, ça me représente aussi. Voilà. Ouais. Merci. On va aborder toutes ces choses-là. Mathilde, tu voulais répondre? Alex, peut-être? Je vais essayer d'aller rapidement pour rebondir très vite sur la proposition qui vient d'être faite à l'instant. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on enlève des personnes plus âgées des listes électorales. Par contre, moi, je suis favorable justement pour mettre cette idée que vous mettiez à l'instant, à ce que le droit de vote soit abaissé à 16 ans. Et c'est une des propositions que nous, on porte pour justement éviter qu'il y ait un décalage, parce qu'on sait que de plus en plus, les personnes qui vont voter vont avoir, et d'ailleurs ce sont les personnes qui votent le plus, les personnes de plus de 60 ans en catégorie. Et donc je pense que la citoyenneté, elle commence. On peut on peut avoir plein de responsabilités à 16 ans, et je pense qu'il faut aussi mettre ce droit de vote à 16 ans, et c'est une des propositions qui répond aussi à ce qui a été dit. Sur la... Pourquoi ne serait-on pas redevable de son droit de vote? Voilà. Mais je vais aller plus loin que ça en fait, hein. Et ça va répondre à la question sur la 5e République. Moi je ne suis pas du tout partisane de la 5e République, on est partisan de la 6e République par une constituante où les gens redécideraient ensemble de comment est-ce qu'on veut vivre ensemble. Parce que, est-ce que c'est vous qui êtes responsable du fait, et je disais ça tout à l'heure, qui a décidé un jour que Monsanto avait le droit de nous empoisonner? Qui a décidé que Total avait le droit d'extraire de l'énergie fossile? C'est pas vous qui l'avez décidé, personne ne l'a jamais décidé, sauf une poignée de gouvernants qui ont décidé eux-mêmes pour servir leurs amis les riches. Et c'est pour ça que cette question de la démocratie, elle est importante. De reprendre toutes les bases en disant oui, nous allons limiter le droit de propriété, oui, nous allons faire une règle verte pour éviter qu'on puisse prendre plus à la terre que ce qu'elle peut reconstituer. Et y compris, des gens de toutes les générations peuvent s'impliquer dedans et de dire que la majorité sociale de ce pays, elle peut créer des lois qui sont favorables à l'intérêt général de toutes et tous. Le problème aujourd'hui, et c'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, on a des gouvernants qui gouvernent pour des intérêts privés. On le voit, ils ont d'abord servi leur ami les riches en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune. Ils continuent à permettre à Total de forer en Guyane. Ils continuent de permettre une montagne, de faire un grand projet minier qui serait plus grand qu'on aurait en Guyane. Alors qu'on est en train de pleurer sur ce que Bolsonaro est en train de faire, mais nous-mêmes on va faire la même chose avec le projet de montagne d'or. Donc à un moment, il faut qu'on arrête ces pourris de la planète. Et le seul moyen de les arrêter, la seule force qu'on a, c'est notre rapport de force. Et le rapport de force, on l'a seulement par le nombre qu'on est. Et c'est pour ça qu'il faut cette constituante, c'est pour ça qu'il faut sortir à l'Assemblée nationale. Moi je dis souvent quand je parle avec des classes ou autres, je leur dis à votre avis combien il y a de chômeurs à l'Assemblée nationale? 0. Combien il y a d'ouvriers? 1. Bon, maintenant, vous prenez les proportions dans la population française et vous comprenez qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Et nous, à l'Assemblée, quand on est arrivé, effectivement, le milieu social de l'Assemblée est resté extrêmement homogène. Mais alors, il faut voir le mépris avec lequel ils sont accueillis. Par exemple, je parle souvent de ma collègue Caroline Fiat, qui est la première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale qui est devenue députée. Alors, mais ils sont arrivés avec un mépris incroyable. Et bien, Caroline Fiat et les autres, ceux qui étaient Adrien Quatennens, il l'appelle le député call center, Jean Gratton était au RSA activité, et bien ces députés-là, on a réussi à prouver dans les faits que tout le monde pouvait faire de la politique, que c'était une fonction et pas un métier. Je pense que ça c'est très important, que tout le monde pouvait faire de la politique et que justement c'était on pouvait être des députés pour l'intérêt général qui portaient beaucoup mieux d'ailleurs que ceux qui avaient fait les Sciences Po, l'ENA et je ne sais quelle chose. Donc cette 6e République, c'est une chose qu'on porte. Et je pense que c'est en décidant collectivement qu'on arrivera à mener une société qui justement fait qu'on pourra vivre toutes et tous dignement. Merci. Non, simplement un mini rebond sur l'âge. C'est quand même assez étonnant que nos gouvernants actuels estiment qu'on n'a pas le droit de voter à 16 ans, qu'on n'est pas assez citoyen, citoyenne, mais par contre qui nous imposent un service national obligatoire aux jeunes. Nous, à Silence, on s'est engagé dans une campagne non au service national universel, et je pense qu'en parlant de désobéissance civile, là, ça va être une des prochaines campagnes à inventer pour créer de l'objection de conscience collective et de la désobéissance civile.
Oui, c'est intéressant parce que moi j'estime que ce SLU là, c'est une forme de bizutage social, effectivement. Le fait de ne pas avoir vraiment les droits complets à 18 ans et devoir attendre 25 ans, par exemple, pour les filets sociaux ou autres, ou de se voir imposer ce SNU au motif, soi-disant, que ça aurait tous les atouts du service militaire d'antan. Je pense que c'est un aveuglement complet sur ce que c'était. Et effectivement, nous on est viscéralement contre avec les jeunes écologistes, et ça serait intéressant de retrouver cette objection de conscience pour s'opposer à ça. Ce que tu disais sur la BCIS, en fait, c'est toute la question de comment on fait évoluer le droit. Parce que le droit n'est pas du tout fixé. Moi, pour ne pas être dépendant de la politique, je suis élève avocat, pour justement être indépendant. Et c'est fascinant de voir à quel point les constitutions, elles évoluent. Il y a des grandes idées, mais dans les premiers temps, eh bien, tous les hommes n'étaient pas votants, il y avait un suffrage censitaire, puis les femmes étaient encore écartées, puis on a rajouté en 1946 ce qu'on appelle les droits sociaux, donc on fixe à l'État des objectifs de justice sociale, de protection sociale et autres, et là la prochaine frontière, j'ai envie de dire, c'est des droits du vivant, et c'est subordonner l'économie à la protection des biens communs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas, ou en tout cas, bon, il y a deux choses. Aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas attaquer Monsanto et les privés de bénéfices, et se retranche derrière le droit, en disant la liberté d'entreprendre prime sur beaucoup de choses, et c'est comme ça que les maigres avancées qu'on a, de temps en temps, elles sont censurées par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'entreprendre. Et bien nous, on doit assumer de proposer effectivement une 6e République, une constituante, un nouveau régime parlementaire, une meilleure représentation de l'ensemble de la population, et le fait qu'on subordonne l'économie, la liberté d'entreprendre, à la protection des biens communs, à la protection du climat. Et ça, c'est un des enjeux vraiment structurants, c'est tout le cadre social qui se définit là-dedans. Sur l'aspect symbolique je trouvais que ça a été questionné, l'aspect symbolique de décrocher le portrait Macron. Moi, je trouve que c'est fascinant parce que quand on vous dit qu'ils ont décroché le portrait Macron, ça suscite soit des haussements d'épaule de la part de gens qui disent après tout, on s'en moque, et ceux-là, tu les attrapes quand tu te fais sanctionner. Parce que tu peux en avoir rien à faire qu'après tout, on subtilise un portrait à 8,90 €. Mais enfin, de là à traîner en justice, à Paris, ils ont été traînés devant la chambre antiterroriste. Donc c'est du renseignement, de la perquisition. Vous imaginez que nos services de renseignement ont autre chose à faire que d'aller dans les petits studios des étudiants précaires ou je ne sais pas qui pour aller récupérer des portraits. Vous voyez ? Donc ça, c'est très important. Et puis il y en a que ça perturbe, vraiment. Il y en a qui disent oui, mais c'est une atteinte au symbole de la République. Et là, c'est l'occasion de rappeler que c'est pas ça les symboles de la République. Là, c'est une personne qu'on a élue pour un CDD et qui devrait être notre employé et qui, pour l'instant, fait très très mal le boulot. Voilà la vérité. Les symboles de la République, c'est tout autre chose. C'est l'attachement à la République, c'est l'attachement au drapeau, la Marseillaise, tout ça, on peut le questionner. Mais c'est certainement pas le portrait Macron. Et donc, avec ce simple geste, très peu engageant en fait, on arrive à susciter tout un débat, des décisions de justice, celle de Lyon, là, si elle est confirmée, l'aspect de l'état de nécessité, l'aspect de valider le fait d'organiser la désobéissance civile pacifique, le fait de reconnaître que c'est le seul moyen, c'est écrit dans le jugement, le seul moyen d'engager un débat, parce que ce fonctionnement jupitérien empêche le dialogue entre le gouvernement et ses représentants. Enfin, c'est fascinant, si on obtient ça, la confirmation en appel, ça change vraiment la donne en matière de lutte contre le dérèglement climatique, mais on peut imaginer demain en matière de lutte syndicale, de lutte féministe, et ainsi de suite. Donc ça fonctionne à partir d'un tout petit geste. C'est fascinant. Donc du coup, sur la question du sens politique de l'action qui m'a mené du coup en garde à vue et en procès, juste, je vais essayer de faire rapide. Déjà, il y a eu une première action en fait, le 16 mars à la marche climat. On était 40 000 à Lyon où en fait, on avait invité les gens à recouvrir le bâtiment de la métropole, déjà une première fois, et on a reproduit l'action en XXL 2 semaines après. Je reviendrai pourquoi en fait, on a reproduit cette action. Et en fait, il y a eu un travail donc, de citoyens et de collectifs, notamment comme Plein Revue que je citais tout à l'heure, pendant 2 ans, pour essayer de peser sur ce règlement local publicitaire intercommunal. Et en fait, la métropole dans sa rédaction de ce RLPI, n'a écouté que les publicitaires, et du coup a permis l'introduction de nouvelles publicités, notamment des écrans numériques et des grandes bâches publicitaires, que tu vois par exemple sur la place Bellecour, qui vont s'étendre en fait à d'autres secteurs de la ville.
Donc déjà, il y a ce premier point, il y a eu un travail démocratique qui a été fait. Ensuite, on peut, alors ça c'est à titre personnel, mais je trouve qu'on est grosso modo pris en otage par la publicité, et je pèse mes mots en disant ça. C'est-à-dire que tu ouvres ton smartphone, tu as de la publicité, tu mets ta télévision, tu as de la publicité, la radio pareil. Et là encore, tu peux les éteindre. Tu peux faire le choix de te dire, bon allez, je me prive de ça, mais tu peux éteindre. Et là, on t'impose ça dans la rue, dans le métro, donc tu n'as plus le choix de refuser la publicité. Et donc aussi, cette action a été faite dans un contexte d'urgence climatique. Et autour de toi, tu poses la question, personne n'est pour la publicité, et on a des représentants qui sont élus, censés nous représenter, qui nous imposent plus de publicité que personne n'a choisi. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé de passer à l'action en mode XXL la deuxième fois sur le bâtiment de la métropole. On reprend une salle de 2-3 questions. Oui, je disais qu'il faut faire très très attention. Je comprends la tentation. On peut avoir une tentation de dire oui, les gens âgés qui décident, qui eux, pour certains, sont confort et puis qui décident au nom des autres. Moi, j'ai eu des discussions assez intenses avec mes parents et bon, avec d'autres gens qui avaient voté Macron, etc. Mais alors, si on commence comme ça, c'est très 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 risqué. C'est-à-dire que ce qu'ils essayent de faire, ce que l'ultra-capitalisme de faire, c'est dresser les gens les uns contre les autres. Le truc qui va venir avec le climat, avec les gens, la population qui augmente et tout, ça va être avec l'allongement de durée de vie, ça va être les jeunes contre les vieux. Les vieux, vous emmerdez, dégagez. Est-ce qu'on soigne? Ça commence à se poser dans certains pays. Est-ce qu'on soigne des gens à tel âge et tout? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser? Est-ce qu'il vaut mieux pas garder pour d'autres, etc. Alors ça commence par les vieux. Après, ça sera ceux qui sont peut-être un peu moins intelligents, qui ont des problèmes un peu qui ont des difficultés, qui sont un peu handicapés. Après, ça peut être. Alors là, on peut. Hop, c'est parti. Donc il faut faire très attention à ça. Et puis il ne faut pas oublier non plus. C'est vrai que les gens âgés peuvent peut-être, on peut dire certaines choses sur leur vote, etc. Mais ceux qui posent problème, c'est ceux qui ne votent pas du tout. Si tous ceux qui n'ont pas voté avaient voté, gens âgés qui votent ou pas, on n'en serait peut-être pas là non plus. Alors il ne faut pas non plus se défausser. Et en plus, dans les manifs ou dans les assos et tout, qui est-ce qui va? Ce sont souvent des retraités, des gens qui ont été militants toute leur vie et qui continuent à 70 ans, voire plus, à militer et à faire des choses. Donc voilà, c'est tout. Ouais, merci. Il y a des questions, voilà, pour que nos intervenants puissent participer. Pas vraiment une question, c'était plus une pareil, mais je vais prendre 2 secondes. C'est pas parce qu'on vire les vieux que ça va faire venir les jeunes en politique, en fait. C'est plus ça pour moi la problématique. Okay, moi je vous propose que cette conversation, on fait signer là l'alternativa pour dire qu'on les prend à l'apéro après. Ouais. Quand ça sort de l'ordre du jour, c'est à l'apéro. Juste pour donner mon avis sur cette histoire d'âge. Alors à l'apéro, d'accord, à l'apéro. Alors je viens tout de suite à ma question. J'aimerais que vous reveniez les uns les autres sur la notion de violence ou de non-violence. Vous l'avez notamment définie comme pas de violence physique. Je trouve que c'est un peu court. Je prends 2 exemples. Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, qui a été pendant le début de son parcours politique un des responsables du Parti communiste d'Afrique du Sud, responsable de la branche armée de ce parti. Donc parce qu'à l'époque, c'était probablement la forme de lutte qui faisait le plus avancer les choses. Il a eu l'intelligence d'évoluer avec la situation politique de son pays, mais donc violence, pas violence. Et puis vous parliez de violence physique. Mais le fait qu'un ouvrier ait 10 années d'espérance de moins qu'un cadre ici en France, c'est bien une violence qui s'en prend au corps des gens, à leur corps. Donc c'est une violence physique. Cette violence physique-là, elle n'est jamais évoquée dans les médias, ni par les politiques, comme une violence intolérable. C'est une violence physique admise. Voilà. Donc, violence physique, ça ne me paraît pas être... une bonne façon de distinguer la bonne et la mauvaise violence. Voilà. Et puis c'est souvent des débats qui viennent, donc c'est chouette que tu aies posé cette question. Il y avait une autre question, et après on fait un temps de réponse. Moi, je surenchéris sur la question. J'ai été étonné effectivement que la désobéissance civile soit définie comme non violente. Je voudrais savoir s'il existe des désobéissances civiles violentes, ou si c'est vraiment une définition de la désobéissance civile d'être non violente.
et d'autre part, sur les questions qui viennent d'être posées, je pense juste au collectif pour Adama ou aux Gilets jaunes, qui ne sont pas du tout dans les mêmes situations, je pense, que le public qui est ici, en tout cas, que moi, en tout cas, et qui effectivement ont recours parfois à des violences, à différentes formes de violences, et qui, à mon avis, font quand même des formes de désobéissance civile. Donc c'est juste pour faire écho à ce qui vient d'être dit. Merci. Du coup, Guillaume, est-ce que tu veux reprendre un peu la question et après Julien? Merci de cette question qui est effectivement fondamentale, mais qui n'est pas forcément la plus facile à répondre non plus. Clairement, en fait, globalement, dans les débats très récurrents, violence, non-violence, je pense qu'il faut absolument qu'on commence par chercher à s'entendre sur une définition commune, quitte à y passer même les 3/4 du temps du débat, parce que ensuite, tant qu'on reste sur des visions différentes de ces termes-là, ça part en amalgame, on ne se comprend pas, et ça reste dans des débats complètement stériles. Alors, je ne sais pas si c'est le bon cadre pour qu'on y arrive. En tout cas, moi, je peux donner quelques avis sur le sujet. Je suis aussi membre du MAN, Mouvement pour une alternative non violente, qui réfléchit un petit peu depuis une 40aine d'années sur ces questions-là. Dans le cadre du MAN, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que, évidemment, toutes les violences ne sont pas du même ordre, ne sont pas les mêmes. Il y a un enchaînement violence institutionnelle, réponse violente pour lutter contre l'injustice et répression, qui est un grand classique de l'histoire humaine et duquel il me semble profitable et souhaitable de pouvoir sortir. Parce que, effectivement, quand on voit un certain nombre de sociétés qui ont été vraiment détruites par des logiques de guerre civile, enfin, moi j'ai travaillé avec des personnes qui étaient extrêmement détruites dans des contextes de guerre civile, ça prend des générations à reconstruire, donc je pense qu'il n'est pas souhaitable d'aller dans ce sens-là. Ensuite, donc, la première des violences, il me semble, c'est la violence institutionnelle. C'est la violence structurelle, la violence des injustices, la violence des situations d'injustice qui réduisent l'espérance de vie, qui défont les droits du travail, et qui... bon, voilà, je ne vais pas citer tout ça. Alors, il existe aussi une violence révolutionnaire, prendre les armes pour pouvoir renverser le pouvoir, pour pouvoir se défendre. Et je ne crois pas que le propos de la non-violence devrait être de s'échiner à condamner ces violences. Je pense qu'il s'agit davantage de trouver des alternatives. Voilà. C'est-à-dire, l'histoire est remplie de violences qui ont créé des montagnes de souffrances. Comment actionner la recherche? On n'a pas assez poussé la recherche pour pouvoir trouver l'ensemble, une panoplie de moyens alternatifs pour pouvoir en sortir. Moi, je définirais la violence comme toute action ou situation qui porte atteinte à l'intégrité physique, psychique, morale, culturelle d'une personne ou d'un groupe ou du vivant, de manière très large. C'est tellement difficile voilà. Et je la distingue de manière essentielle des notions de conflit et des notions de force. La force, elle est importante, elle est nécessaire, il faut rentrer en rapport de force pour renverser une injustice établie. Le conflit, c'est la vie. Le conflit, c'est le fait d'être en désaccord et de poser les désaccords sur la table. Et c'est justement souvent parce que le conflit n'est pas dit que les situations partent directement en violence. L'idée, c'est d'arriver à exposer le conflit. Martin Luther King disait que son but, c'était de mettre le conflit en plein jour, et que c'était la première étape qui permettait déjà de pouvoir le résoudre. Bon, je vais laisser la parole. J'ai insisté là-dessus à dessein parce que je trouve que c'est vraiment une question fondamentale. Il ne s'agit pas du tout de nier la violence d'aujourd'hui. Le dérèglement climatique, c'est une violence. Qui sont les plus vulnérables? Les plus pauvres. Qui sont les responsables? Les plus riches. C'est la violence absolue, évidemment. Donc il ne s'agit pas de dire que la situation n'est pas violente. Il ne s'agit pas non plus de dire non-violence égale absence de radicalité. Au contraire, on a besoin d'une radicalité phénoménale. Le système qu'on nous vend aujourd'hui comme la norme, c'est celui qui a servi les hommes, les femmes, la nature
crée des chômeurs, de la dette et détruit la planète. Donc ça, si c'est la norme, le pragmatisme, c'est faire un pas de côté et faire radicalement différent. Donc il n'y a aucun sujet. Non-violence ne veut pas dire absence de radicalité. La question c'est, quelle est la meilleure stratégie pour faire changer les choses? D'un point de vue éthique, moi je suis non-violent parce que écologiste, mais même en dehors de ça, si on raisonne de manière purement froide, quelle stratégie pour faire changer les choses, pour amener l'opinion publique à voir les yeux de avec le même regard que nous? Eh bien, je maintiens que la violence détourne l'essentiel de la population du message. Et par ailleurs, quand les gilets jaunes, on a parlé des gilets jaunes, quand se sont fait infiltrer par des Black Blocs, qui est une stratégie, stratégie insurrectionnelle pour allumer une flamèche, qui s'est fait toper en justice dans les comparutions immédiates? C'était pas les Black Blocs, parce que justement ils étaient bien organisés. C'était on peut le dire, les pauvres gars et les pauvres nanas qui allaient manifester et qui s'étaient fait prendre. Pour beaucoup, dans les comparutions immédiates, là où la justice elle a tapé fort, c'était des personnes qui débarquaient un peu, c'était leur première manifestation, un éveil à la politique, et se sont fait taper parce que les Black Blocs avaient allumé une flamèche, et c'est eux qui ont pris le retour de bâton. Sur l'aspect à quel point c'est massivement plus efficace, tu t'as parlé de Nelson Mandela, il faut lire ses mémoires. C'est lui qui dit j'ai essayé la violence et j'ai essayé la non-violence, et la non-violence est plus rapide. Il parle même d'un raccourci. Et l'autre personne que je vous invite à lire, parce qu'il n'est pas, Gandhi, mais il est quand même assez passionnant, c'est Tchetch Echeverry, que vous connaissez peut-être de BC. Et lui, il a suivi, et donc il est basque, il a suivi de près la lutte armée que menait ETA, et c'est via la non-violence qu'ils ont réussi à désarmer ETA. C'est vraiment une histoire assez phénoménale, mais ETA voulait se désarmer, et la France et l'Espagne ne voulaient pas, parce que ça les arrangeait d'avoir un épouvantail pour aller très très vite. ETA disait voilà, nous avons des caches d'armes, nous voulons les rendre, et la France et l'Espagne ne voulaient pas. Et c'est par la désobéissance, par la non-violence, en exposant des caches d'armes, que Tchetch, le président de la Ligue des droits de l'homme et d'autres, et Alternativa, comment ça s'appelle, les artisans de la paix, voilà, les artisans de la paix, ont réussi à désarmer ETA. Donc vraiment, et ça c'est radical, il n'y a pas de sujet. Donc il y a vraiment un aspect sur l'aspect stratégique, et je ne déroule pas évidemment sur l'aspect éthique d'absence de contraintes psychiques ou physiques sur le corps, évidemment. Juste pour un tout petit mot sur cette question, même si je partage les choses qui ont été dites précédemment, je pense qu'effectivement, quand tout à l'heure je disais que le fait qu'on puisse gagner ce rapport de force quand même contre des forces de l'argent, mais pas que, et qu'on puisse créer une alternative de société, parce que finalement c'est ça aussi, c'est de dire nous voulons vivre autrement, que ce rapport de force il ne peut se faire que avec notre nombre. Et moi je suis vraiment persuadée de ça, sachant que bon, en plus nous on a quand même l'histoire forte qui est très en lien avec des exilés d'Amérique latine lors des dictatures qui quand même on a vu aussi ce que ça veut dire très concrètement de devoir arriver, parce que parfois oui on doit arriver à aller dans une lutte armée, ou en tout cas à devoir résister de manière armée à des dictatures. Et en fait quand même quand on voit ce que ça a fait aux copains et aux copines avec qui on milite encore, c'est que concrètement les copains et les copines là-bas ils sont morts quoi. Et il y a une des choses sur lesquelles qui est très importante en ce moment, c'est que eux leur stratégie c'est de diviser le peuple. Nous quand on dit qu'on veut fédérer le peuple sur largement, je parle pas juste du mouvement de la France Insoumise, là je parle de construire un autre monde, de dire on n'en peut plus de ce monde qui est en train de s'essouffler. Fédérer le peuple, ça doit se faire dans une stratégie d'inclusivité à mon avis. Et lorsque en manifestation ou dans n'importe quelle action, lorsqu'en manifestation ou dans n'importe quelle action, les personnes avec des poussettes, les personnes qui ne savent pas bien courir juste parce que c'est des personnes âgées, c'est des personnes à mobilité réduite, ne peuvent plus aller en action, justement parce qu'elles ne vont pas pouvoir courir, et ben je pense qu'on rate notre stratégie de massification dont on a absolument besoin pour pouvoir gagner ces rapports de force. Et moi, je pense que c'est une stratégie dont on peut discuter, c'est une vraie stratégie politique à choisir, mais moi, à choisir, je préfère une stratégie qui permette justement de massifier nos mouvements et d'être inclusif dans nos mouvements, y compris avec les gens qui sont plus faibles physiquement,
qu'une stratégie qui, là encore, crée de la division et avec des conséquences qui sont parfois irréparables. Et juste sur les questions qui ont été posées, qui sont intéressantes sur les Gilets jaunes et sur le collectif Adama Traoré, moi je vais tous les ans à la marche pour la vérité et la justice pour Adama Traoré. J'ai été dans beaucoup de manifestations Gilets jaunes et je le dis, ils n'utilisent pas la violence. C'est pas vrai, ils n'utilisent pas la violence. Et par contre, on utilise la violence sur eux. Et il y a 14 ans de ça, il y a eu la mort de Ziad Ebouna. Il faut toujours qu'on se rappelle de cette mort-ci parce que beaucoup de gens ont dit « Mais pourquoi court-il devant des flics ?» Bah oui, je vais vous raconter pourquoi il court devant des flics. Justement parce que le rapport police-population, il s'est tellement dégradé, il se dégrade de plus en plus que des jeunes de 15 ans et 17 ans, ils sont arrachés à la vie, à leurs amis, à leur famille. Et pour le coup, on a beaucoup avancé sur ces questions-là. Pourquoi on a beaucoup avancé? Parce que maintenant, c'est pas seulement les gens des quartiers populaires qui s'en rendent compte. C'est aussi les gens des Gilets jaunes, les gens des marches climat, les gens qui font des actions et qui décrochent des portraits. Et peut-être qu'une des manières de fédérer, peut-être que ça ne sera pas, je ne sais pas, sur une réforme des retraites, sur quelque chose de très concret contre quelque chose, mais peut-être que ça se fera aussi en disant maintenant ça suffit cette répression et un autre monde a le droit d'exister. Parce que concrètement, pourquoi ils répriment autant? Pour dire qu'il n'y a pas d'alternative à notre société. Et justement, peut-être qu'un des moyens de fédérer, c'est de dire s'il existe une alternative, et on est beaucoup et plein à le porter et à vouloir enfin qu'il advienne. Excusez-moi. Oui, sur la désobéissance civile, clairement, historiquement, c'est ancré dans la non-violence. Il peut y avoir d'autres pratiques qui, évidemment, transgressent les règles et les lois qui sont employées par d'autres acteurs. Et voilà, mais clairement, pour répondre à la question, c'est de la non-violence. Pour moi, vraiment essentiel, c'est la distinction entre le nécessaire et le légitime. C'est-à-dire, quand bien même on ne trouve pas dans une situation donnée d'autres moyens de réagir que par des moyens violents, ça peut parfois s'avérer malheureusement nécessaire, mais l'importante distinction, c'est de dire que ce n'est pas pour autant légitime. Parce qu'à partir du moment où cette violence qui a été nécessaire à un moment donné, on commence à la justifier, on commence à ouvrir la chaîne des justifications de toutes les violences et de toutes les souffrances qu'on va imposer aux autres. Et je crois que c'est vraiment le cœur d'une attitude non violente. C'était dit 19h30. Je vous propose qu'on s'arrête là parce que sinon on va déborder et que nos intervenants sont aussi, comme moi, fatigués et qu'on continue comme ça. Merci à vous.